Mais si les questions se rapportant à la logique ainsi que leurs formulations sont connues de tous les gens cultivés, il n'en reste pas moins, comme je l'ai dit ailleurs, dans la phénoménologie de l'esprit, le connu en général, du fait même qu'il est connu, n'est pas reconnu. Que ce qui est connu n'est pas pour cela reconnu, certains pourraient même éprouver de l'impatience à avoir encore à s'occuper de ce qui est connu. Et qu'est-ce qui est en effet plus connu que justement ces catégories dont nous faisons un usage courant, qui sortent pour ainsi dire de notre bouche avec chaque proposition que nous énonçons. Cette préface est destinée à marquer les phrases générales de la marche de la connaissance à partir du connu, à indiquer les rapports existants entre la pensée scientifique et cette pensée naturelle. Tout cela, espérons-nous, suffira à donner une idée générale, celle qu'on peut désirer avoir d'une science avant d'entrer au cœur même de celle-ci et à faire comprendre le sens et la signification de la connaissance logique. Il faut tout d'abord voir un progrès d'une importance considérable dans le fait que les formes de la pensée aient été libérées de la matière dans laquelle elles sont plongées dans l'intuition et la représentation consciente, ainsi que dans nos désirs et nos vouloirs fondés eux aussi sur la représentation, puisqu'il n'est pas de désir ni de vouloir humain qui n'ait la représentation pour base. Et ce fut un progrès non moins considérable lorsqu'on se mit à considérer ces formes pour elles-mêmes, lorsque, comme Platon et après lui Aristote, on en fit l'objet d'une étude spéciale. C'est seulement lorsqu'on se trouva en possession de tout ce qui est nécessaire pour les commodités et toutes les circonstances de la vie, dit Aristote, qu'on commença à se préoccuper de la connaissance philosophique. Dans Métaphysique. En Égypte, a-t-il fait remarquer précédemment, les sciences mathématiques ont été élaborées de bonne heure, parce qu'ici la caste des prêtres a été de bonne heure en mesure de jouir de loisirs. En fait, le besoin de s'occuper de la pensée pure suppose une longue évolution que l'esprit humain doit avoir franchie. C'est un besoin né, pour ainsi dire, de la satisfaction du besoin du nécessaire, autrement dit, de l'absence de besoin, qui en est l'aboutissement nécessaire. Pour y parvenir, il a fallu que l'esprit humain fût à même de faire abstraction de ce qui forme la matière de l'intuition, de l'imagination, des intérêts concrets qui forment le contenu des désirs, des vouloirs, bref, de la matière dans laquelle seront plongées les catégories. Dans les calmes espaces de la pensée revenue à elle-même et n'existant que pour elle-même, se taisent les intérêts qui agitent la vie des peuples et des individus. Sous beaucoup de rapports, dit encore Aristote à ce propos, la nature de l'homme manque d'indépendance, mais cette science qui n'est pas recherchée à cause de son utilité est la seule qui soit libre en soi, et c'est la raison pour laquelle elle ne semble pas faire partie du patrimoine humain. La philosophie en général s'occupe encore dans ses pensées d'objets concrets tels que Dieu, la nature, l'esprit, mais la logique ne s'en occupe que ce qu'ils ont de plus abstrait, que dans ce qu'ils ont de plus abstrait. C'est pourquoi cette logique est considérée comme convenant surtout à la jeunesse, pour autant que celle-ci n'est pas encore initiée aux intérêts de la vie concrète, qu'elle jouit encore de loisirs sous ce rapport et que c'est seulement en vue de fins subjectives qu'elle a à s'occuper de l'acquisition de moyens et de possibilités d'agir sur les objets de ses intérêts, et cela aussi d'une façon purement théorique d'ailleurs. Parmi ces moyens, on peut faire figurer, contrairement à cette opinion d'Aristote que nous avons citée plus haut, la science de la logique. L'étude de cette science constituerait un travail préliminaire. Un travail qui devrait être fait à l'école avant que le jeune homme soit pris par le sérieux de la vie et par l'activité en vue de fins concrètes et véritables. Dans la vie, les catégories cessent de jouir de l'honneur d'être considérées pour elles-mêmes. Elles deviennent des objets d'utilité, d'usage. Elles nous servent dans la transformation spirituelle que nous faisons subir au contenu vivant, à créer et à remplacer les unes par les autres, les représentations qui s'y rattachent. Il s'agit tantôt d'abréviations qu'on obtient à force de généralisation. Pense-t-on en effet au nombre à peu près incalculable de détails que comportent l'existence et l'activité extérieure, ainsi que des représentations de batailles, guerres, peuples ou mers, animal, ou des représentations aussi simplifiées que Dieu, amour. D'autres fois, les catégories sont employées pour servir à la détermination et à la mise en évidence de rapports objectifs.
auquel cas le contenu et le but, la justesse et la vérité de la pensée qui intervient sont mis tout à fait sous la dépendance des conditions existantes, alors que les catégories comme telles ne se voient attribuer aucune action déterminante sur le contenu. Cet emploi des catégories, qui était connu autrefois sous le nom de logique naturelle, est inconscient, et lorsque la réflexion philosophique leur assigne la fonction de moyen au service de l'esprit, la pensée se trouve rabaissée à une situation subordonnée par rapport aux déterminations spirituelles. Pour ce qui est de nos sentiments, intérêts, impulsions, nous ne disons pas qu'ils nous servent, mais nous les considérons comme des forces et des puissances indépendantes, sous-entendant par là que c'est nous qui sommes faits pour ressentir ainsi, désirer et vouloir ainsi, et non autrement pour mettre notre intérêt dans ceci et non dans autre chose. Mais d'autre part, nous pouvons acquérir la conscience d'être au service de nos sentiments, impulsions, passions, intérêts, bref, d'habitudes de toutes sortes, plutôt que celle d'être en leur possession, ou encore moins de pouvoir en disposer comme de moyens en raison de liens internes par lesquels ils se rattachent à nous. Ces déterminations de l'âme et de l'esprit ne tardent pas à se révéler comme particulières, alors que ce que nous recherchons, c'est la généralité dans laquelle nous nous sentons libres, alors que nous avons le sentiment que ces particularités ne sont faites que pour restreindre notre liberté, pour nous dominer. Nous pouvons encore moins admettre que les catégories qui interviennent dans toutes nos représentations, que celles-ci soient purement théoriques ou contiennent une matière en rapport avec nos sentiments, nos impulsions et notre volonté, soient à notre service, que ce soit nous qui les possédions au lieu d'être possédés par elles. Que nous reste-t-il dont nous puissions dire « ceci est à nous », comment puis-je moi me mettre comme plus général au-dessus d'elles qui sont le général même ? Lorsque nous nous abandonnons à un sentiment, à un intérêt, à un but et que nous nous y sentons comme emprisonnés, privés de liberté, le seul endroit dans lequel nous puissions nous réfugier, après nous être évadés de cette prison, est celui de la certitude de nous-mêmes, celui de la pure abstraction de la pensée. De même, lorsque nous voulons parler des choses, nous donnons à leur nature ou essence le nom de concept, et celui-ci n'existe que pour la pensée. Or, en ce qui concerne les concepts des choses, nous disons encore moins que nous les dominons ou que les catégories dont ils représentent le complexe nous servent. Au contraire, c'est notre pensée qui doit se guider sur eux sans se laisser entraîner par notre volonté ou notre liberté. Étant donné par conséquent que notre pensée subjective est ce qui nous appartient le plus en propre, ce qui constitue notre bien le plus intime, et que le concept se confond avec la chose même, nous ne pouvons dépasser ni le concept ni la nature des objets. En ce qui concerne cependant cette dernière détermination, celle notamment relative à la nature des objets, nous pouvons ne pas en tenir compte. Elle coïncide avec la première, car elle correspond à un rapport entre notre pensée et le fond. Mais ce rapport lui-même serait quelque chose de vide, car la chose ou le fond apparaîtrait ainsi comme une règle à laquelle doivent se conformer nos concepts, alors que la chose ne peut pas être pour nous autre chose que le concept que nous en avons. À la philosophie critique qui comprend les rapports existants entre ces trois termes, en disant que nous assignons aux idées une place intermédiaire entre nous et les choses, en ce sens que le milieu occupé par les idées nous sépare des choses au lieu de nous y unir. À cette manière de voir de la philosophie critique, où on peut opposer cette simple remarque que les choses qu'on voudrait situer à l'autre extrême, au-delà de nous-mêmes et au-delà des idées qui s'y rapportent, sont elles-mêmes des choses pensées, et ne représentent dans leur indétermination qu'une seule chose pensée, la chose dite en soi, qui est celle de la vie d'abstraction. Ce que nous venons de dire suffit à montrer l'inconsistance de la conception d'après laquelle les catégories ne seraient pour ainsi dire que des objets d'usage, que des moyens. Plus important est l'autre manière de voir qui s'y rattache et d'après laquelle elles ne représenteraient qu'une forme extérieure. L'activité de la pensée qui s'exerce sur toutes nos représentations et action sur toutes nos fins et tous nos intérêts est, comme nous l'avons dit, inconsciente, logique naturelle. Ce que notre conscience a devant elle, c'est le contenu des représentations, leur objet, ce sur quoi porte notre intérêt. Les catégories seraient, s'il en était ainsi, des formes assumées par le contenu, mais non le contenu lui-même. Admettons qu'il en soit ainsi, mais si ce que nous avons dit plus haut est vrai, et là-dessus d'accord,
L'accord est à peu près général, à savoir que c'est le concept de la chose, ce qu'elle a de général par elle-même, qui constitue sa nature, son essence proprement dite, ce qu'elle a de vraiment permanent et de substantiel, malgré la variété et l'accidentalité de ses manifestations phénoménales et de son extériorité passagère, de même que l'individu humain, malgré ses particularités infinies, reste le prius de celle-ci, le prius par lequel il est véritablement homme, et que chaque animal constitue lui aussi un prius grâce auquel il reste animal. Si tout cela, disons-nous, est vrai, que resterait-il de l'individu humain ou animal pourvu de prédicats aussi nombreux et variés, si on lui retirait cette base, ce prius qui, à la rigueur, peut lui aussi être considéré comme prédicat? Cette base indispensable, le général qu'est l'idée elle-même, pour autant qu'on puisse seulement faire abstraction de la représentation en prononçant ce mot idée, ne peut pas être considérée seulement comme une forme indifférente attachée à un contenu. Mais ces idées de toutes les choses faisant partie de la nature et de la sphère spirituelle, le contenu substantiel lui-même contient encore de nombreuses déterminations et implique une différence entre une âme et un corps, entre le concept et une réalité relative. La base la plus profonde est constituée par l'âme comme telle, par le concept pur qui forme le noyau le plus intime des objets, leur simple pouls vital, de même que celui de la pensée subjective elle-même. Amener à la conscience cette nature logique qui anime l'esprit, qui l'agite et le stimule, telle est la tâche à remplir. D'une façon générale, l'activité intuitive diffère de l'intelligence par le fait qu'elle s'exerce en dehors de la conscience, du fait que le contenu de l'élément moteur se détache de son unité immédiate avec le sujet pour s'objectiver devant lui. L'esprit recouvre sa liberté alors que dans l'exercice plus ou moins instinctif de la pensée, pris dans les liens de ces catégories, il se trouve en présence d'une matière fragmentée à l'infini. Dans ce réseau, on voit se former ici et là des nœuds qui constituent les points d'appui et de repère de sa vie et de sa conscience. Ces nœuds sont redevables de leur fermeté et de leur force au fait même qu'amenés à la conscience, ils deviennent les concepts propres de son essentialité. Le point le plus important pour la nature de l'esprit est formé non seulement par le rapport entre ce qu'il est en soi et ce qu'il est réellement, mais par ce qu'il sait de lui-même et de ce fait, et ce fait de ce savoir étant essentiellement conscience, constitue la détermination principale de sa réalité. Ces catégories, qui agissent à la manière d'impulsion et d'instinct et qui, sujettes aux variations, pénètrent tout d'abord dans l'esprit isolément pour finir par s'y enchevêtrer et lui procurer une réalité dispersée et incertaine, il s'agit de les débarrasser de leur mélange impur, seul moyen d'élever l'esprit à la liberté et à la vérité. C'est en quoi consiste la tâche suprême de la logique. Nous avons assigné pour commencement à la science, dont nous avons reconnu précédemment la haute valeur en soi et en tant que condition de la connaissance véritable, les concepts et les moments du concept en général, les catégories qui, tout en différant du fond en tant que forme, ne lui en restent pas moins attachées. Mais nous n'avons pas tardé à nous rendre compte que cette manière de procéder ne constitue pas le meilleur moyen d'accéder à la vérité qui, avons-nous dit, constitue l'objet et le but de la logique. Car en tant que forme pure et simple, distincte du contenu, elles, les catégories, sont prises sous une détermination qui leur imprime le cachet de la finitude et nous rend incapables d'appréhender la vérité qui, elle, est infinie en soi. Certes, la vérité peut, elle aussi, sous tel ou tel rapport, être affectée de limitation et de finitude, mais cela constitue son côté négatif, son élément de non-vérité et d'irréalité, et c'est justement ce qui lui confère un caractère fini, et n'a rien à voir avec l'affirmation qui est le seul attribut du vrai. Contre l'aridité des catégories purement formelles, l'instinct de la saine raison a fini par se raidir et par y renoncer avec mépris, en les abandonnant à la compétence d'une logique et d'une métaphysique d'école, mais cela en dédaignant la valeur que présente déjà la seule conscience de ces liens et sans se rendre compte qu'en repoussant d'une façon pour ainsi dire réfléchie la connaissance et la reconnaissance des catégories mêmes, on se trouve toujours au service de la logique naturelle, instinctive, de la pensée non encore épurée. La simple détermination principale ou la détermination générale de l'ensemble de ces formes est constituée par l'identité qui est considérée comme la loi, comme étant A égale A, comme la proposition de contradiction commune à cet ensemble. Or, la science saine,
a perdu tout respect pour l'école qui se trouve en possession de ces lois de la vérité et qui poursuit la recherche de la vérité d'après ces lois. Et elle ne l'a perdue à un point tel qu'elle n'a pour ces lois que du mépris et trouve insupportable un homme qui croit énoncer la vérité en s'appuyant sur ces lois, en disant par exemple que la plante est une plante, la science est la science, et ainsi de suite à l'infini. En ce qui concerne les formules dans lesquelles se trouvent résumées les règles du syllogisme, qui est en effet le principal moyen dont se sert l'entendement, et il serait tout à fait injuste de méconnaître qu'elles sont du domaine de la connaissance où elles ont leur place toute marquée et ont un grand rôle à jouer en même temps qu'elles fournissent les matériaux nécessaires à la raison pensante. On a vu également s'affirmer l'opinion justifiée d'après laquelle ces règles pourraient être tout aussi bien des causes ou des sources d'erreurs ou de sophismes, et que, quelle que soit la définition qu'on puisse donner de la vérité, elle serait inutilisable pour la découverte de vérités d'ordre supérieur, de vérités religieuses par exemple, que d'une façon générale, elle servirait seulement à prouver l'exactitude de la connaissance et non la vérité.